On a frappé à la porte avant le lever du soleil. Ce n'était ni un voisin, ni un colis, mais un coursier des marines. J'ai ouvert la porte en peignoir, et il a prononcé mon nom avec ce ton précautionneux qu'on enseigne à Arlington, lent, régulier, comme si chaque syllabe risquait de briser un os. Il tenait un dossier, pas un drapeau, et j'ai su ce que cela signifiait avant même qu'il ne parle. 10 ans plus tard, je me souviens encore de ce son, le bruit sourd de ses bottes sur mon porche et le silence qui a suivi. C'était le jour où mon mari est mort en service. Le jour où ma vie s'est repliée plus étroitement que son drapeau. Pendant des années, j'ai vécu selon les règles. J'ai appris à repasser les plis du deuil, à me tenir droite lors des cérémonies pour dire « merci pour votre service » à des inconnus, alors que plus personne ne me le disait à moi. Ma famille disait que j'avais changé. Ils disaient que j'étais devenue froide. Ils ont cessé d'appeler. Après les funérailles, personne n'est revenu. Ni mes sœurs, ni ma mère. Je suppose qu'ils pensaient que la veuve d'un marine appartenait davantage au corps qu'à eux. J'ai donc vécu seul dans notre petite maison près de Jacksonville, en Caroline du Nord. Une ville de marine, le bruit des jets le jour, le silence la nuit. J'ai pris un emploi au commissariat de la base. Je cuisinais pour une personne. Je me rendais sur la tombe 2 fois par mois. Ce n'était pas une vie triste. C'était une vie disciplinée, prévisible, jusqu'au matin où le téléphone a sonné. Madame Carter, dit une voix de femme, formelle, prudente. Ici les services de protection de l'enfance. Je vous appelle au sujet d'une personne à charge inscrite sous le nom de votre défunt mari. J'ai cru avoir mal entendu. Une personne à charge? Mon mari est parti depuis 10 ans. Oui, madame, dit-elle, la mère de l'enfant est décédée récemment. Nous essayons de localiser le plus proche parent. L'horloge de la cuisine a tic-taqué 1 fois, 2 fois. Ma main est devenue froide sur le combiné. Vous devez vous tromper de Carter, ai-je dit. Mon mari était le sergent-chef Daniel Carter, du corps des marines des États-Unis. Il est mort en Afghanistan. C'est bien le nom que nous avons, madame. Daniel Carter. L'acte de naissance le mentionne comme le père. Le garçon s'appelle Evan. Il a 8 ans. 8 ans. J'ai fait le calcul. Cela signifierait que... J'ai posé le téléphone sur le comptoir et je suis resté planté là. L'air dans la cuisine semblait lourd, épais d'incrédulité. Mon mari avait été fidèle. Toujours fidèle. Les mots sans P. gravés sur sa bague brillaient encore dans la boîte à bijoux. Mais les papiers ne mentaient pas. Où est cet enfant maintenant, ai-je fini par demander. Il est en placement temporaire, madame. La mère, monsieur Ruiz, est décédée d'un cancer du sein il y a 2 semaines. Nous cherchons de la famille qui pourrait assumer la garde avant un placement en famille d'accueil. Famille d'accueil. J'ai imaginé un garçon les yeux de Daniel, peut-être son menton têtu, assis dans une salle d'attente pendant que des étrangers décidaient de son sort. Je dois le voir, ai-je dit. C'est possible, dit la femme avec précaution. Mais vous n'avez aucune obligation. Nous comprenons que cela puisse être difficile. Difficile? Ce mot. Les gens l'utilisent quand ils veulent dire impossible. J'ai accepté de la rencontrer au bâtiment du comté le lendemain matin. J'ai raccroché, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai fixé le drapeau plié sur l'étagère. 10 ans de silence brisé par un seul appel. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me repassais chaque instant de ce dernier déploiement, nos appels, les lettres, les mois après sa mort. Comment pouvait-il y avoir eu une autre femme, un autre enfant? Et pourtant, une partie de moi continuait d'entendre sa voix, calme et bienveillante, si quelqu'un a besoin d'aide, on répond présent. À l'aube, j'ai repassé mon chemisier de la même manière que je repassais ses uniformes. J'ai fait du café que je n'ai pas bu. Avant de partir, je me suis tenu près du drapeau et j'ai dit doucement, s'il est à toi, alors il est à moi aussi. Au bâtiment du comté, l'assistante sociale jeune, polie, épuisée m'a accueilli dans le hall. Madame Carter, merci d'être venue. Je sais que c'est inhabituel. Elle m'a conduite vers une salle d'attente qui sentait le crayon de couleur et le désinfectant. Dans un coin, un garçon était assis, serrant un sac à dos presque plus grand que lui. Des cheveux bruns bouclés, des poignets fins, des yeux trop sérieux pour ses 8 ans. Evan, dit-elle doucement. Voici Madame Carter. Il leva les yeux,
méfiant. Bonjour. J'ai réussi à sourire. Bonjour, Evan. Il ne rendit pas mon sourire. Il m'étudia simplement, comme un soldat évaluant un étranger sur un terrain incertain. Souhaitez-vous vous asseoir? Demanda l'assistante sociale. Nous nous sommes assis à une table basse, des papiers entre nous. L'assistante sociale expliqua le processus, garde temporaire, évaluation, vérification des antécédents. Ces mots se brouillaient. Tout ce que je voyais, c'étaient les mains du garçon triturant la sangle de son sac à dos. Sais-tu qui je suis? Lui ai-je demandé doucement. Il haussa les épaules. Ils ont dit que vous étiez la femme de mon papa. Ton papa était Daniel Carter, ai-je dit. C'était un marine. Evan hocha la tête. Maman m'a montré une photo une fois. Il était en uniforme. Est-ce qu'elle parlait de lui? Pas beaucoup, dit-il. Elle disait qu'il était courageux. L'assistante sociale nous observait, attentive à ne pas nous interrompre. J'ai dégluti avec difficulté. As-tu de la famille à part elle? Il secoua la tête. Juste moi. C'est alors que cela s'est produit, le moment qui a tout décidé. Il m'a regardé, les yeux brillants mais secs, et a dit, ils ont dit que j'irais peut-être vivre chez des étrangers. Est-ce que vous êtes une étrangère? C'était une question simple, mais dévastatrice. J'aurais pu répondre oui. J'aurais pu lui dire que ce n'était pas si simple. Mais la marine en moi, cette part que mon mari avait bâtie durant des années de loyauté, de perte et de discipline, a répondu avant même ma raison. Non, Evan, ai-je dit. Je ne suis pas une étrangère. Il cligna des yeux, incertain. Alors, qui êtes-vous? Je suis la personne qui va t'emmener à la maison. Le stylo de l'assistante sociale s'arrêta net. Donc, vous acceptez le placement? J'ai hoché la tête. Pour l'instant, ai-je dit. Nous verrons où cela nous mène. Alors que nous quittions le bâtiment, le garçon traînait quelques pas derrière moi. J'ai tenu la porte ouverte. Pendant un instant, il a hésité, comme s'il pénétrait en territoire ennemi. Puis il est passé. Dehors, le vent sentait le sel de la côte de Caroline. Il tira sur la manche de sa veste, me jetant un coup d'œil prudent mais curieux. Madame Carter, dit-il doucement. Est-ce qu'il y a des règles? J'ai souri un peu. Plein. Tu les apprendras. Nous avons marché vers ma voiture en silence. L'assistante sociale nous observait depuis la porte, griffonnant des notes, cochant probablement des cases sur un formulaire. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Pour la première fois en 10 ans, il y avait un autre cœur qui battait dans la voiture. Et pour la première fois en 10 ans, je n'étais plus seul. Le bureau du comté m'a remis un dossier de placement temporaire assez épais pour étouffer un avocat à signature, paraphe, vérification d'antécédents. Ils ont dit qu'il faudrait environ une semaine pour l'accréditation complète, mais comme le garçon connaissait déjà le nom de mon mari, ils étaient prêts à autoriser une garde provisoire. Je suis rentré chez moi avec ce dossier sur le siège passager et le garçon, Evan, attaché à l'arrière, serrant son sac à dos comme une armure. Il n'a pas beaucoup parlé pendant le trajet, se contentant de fixer par la fenêtre les pins qui défilaient. C'était en mars en Caroline du Nord, assez froid pour un manteau, mais assez doux pour que l'air sente la boue et l'herbe neuve. Je lui ai demandé s'il avait faim. Il a secoué la tête. Je lui ai demandé s'il aimait la pizza. Un autre haussement d'épaule. Je me suis arrêté quand même. Au restaurant, il n'a commandé que des frites 4, peut-être 5 puis il a poussé le reste dans son assiette. Quand je lui ai dit qu'il n'était pas obligé de manger s'il n'en avait pas envie, il a hoché la tête poliment de la manière dont les familles de militaires hochent la tête quand elles ont appris à ne pas discuter. Ce respect silencieux m'a brisé plus que n'aurait pu le faire n'importe quelle impolitesse. Quand nous sommes arrivés à la maison, il s'est tenu sur le seuil, balayant le couloir du regard comme s'il mesurait les issues de secours. Je lui ai montré la chambre d'amis, drap propre, couverture pliée, une photo encadrée de Daniel sur la commode. Je n'avais pas réfléchi à l'effet que cela pourrait produire avant de voir son visage. C'est lui, ai-je dit doucement. Ton père. Evan hocha la tête une fois, les traits tirés. Il me ressemble. J'ai voulu dire, tu lui ressembles, mais les mots me semblaient trop lourds, trop précoces. Aimerais-tu ranger tes affaires? Il a déballé ses affaires en silence, un jean,
2 chemises, un carnet de croquis, une brosse à dents et un sac zippé. Pas de jouets, pas de photos, pas de souvenirs, juste des objets de survie. Cette nuit-là, je me suis tenu devant sa porte, écoutant le grincement des ressorts du lit, le léger grattement du crayon sur le papier. Quand j'ai jeté un coup d'œil, il dessinait des traits nets, délibérés, trop parfaits pour un enfant de 8 ans. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. « Juste quelque chose pour maman, dit-il. » J'ai hoché la tête et je l'ai laissé faire. Je ne savais pas quoi dire qui ne sonne pas comme un mensonge. 2 jours plus tard, l'assistante sociale a appelé. Madame Carter, Jenna Ruiz, la mère du garçon, a été transférée à l'unité de soins palliatifs de Saint-Marie. Elle a demandé à vous voir. Cela me faisait bizarre d'entendre ce nom, la femme que mon mari avait aimée autrefois, la femme qui avait élevé son fils sans m'en parler. Mais la marine en moi savait que le devoir ne s'arrête pas là où finit le confort. J'ai dit que j'irais. À notre arrivée, l'infirmière nous a conduits dans un couloir orné de papillons en papier. L'air sentait l'antiseptique et la lavande. Dans la chambre 204, une femme frêle était installée contre des oreillers blancs, ses cheveux noirs tirés en arrière, un tube à oxygène longeant sa joue. Elle ouvrit les yeux quand nous sommes entrés. « Evan » murmura-t-elle, d'une voix de papier. « Tu es venu. » Il se précipita à ses côtés, et pendant un instant, je me suis senti comme une intruse dans la photo de famille de quelqu'un d'autre. Elle m'a regardé. « Vous devez être Madame Carter. » J'ai hoché la tête. « C'est moi. »« Merci d'être venu, dit-elle. Je n'étais pas sûr que vous le feriez. » Je n'en étais pas sûr non plus. Elle sourit faiblement. C'est compréhensible. Evan lui serrait la main. Maman, elle a dit que je pouvais rester avec elle. Les yeux de Jenna s'embuèrent. C'est bien. Elle s'occupera de toi. Ton papa l'aurait voulu. Je me tenais au pied du lit. Saviez-vous que j'existais? Son regard vacilla. Je le savais. Mais quand j'ai découvert que j'étais enceinte, il était déjà parti. Et quand j'ai pensé à écrire, je me suis convaincu que vous me détesteriez ou pire, que vous auriez pitié de moi. Je voulais la détester, mais en la regardant si mince, si jeune, je n'y arrivais pas. Elle n'était pas la méchante. C'était la vie. Il ne l'a jamais su, ai-je dit doucement. Elle secoua la tête. Non. Je voulais lui dire. Et puis, on a frappé à ma porte le même coup frappé à la mienne. Evan nous regardait, confus. Vous connaissiez toutes les deux papa. J'ai forcé un sourire. Oui. Était-il gentil? J'ai jeté un coup d'œil à Jenna. Elle m'a fait signe de répondre. Il était solide, ai-je dit. Le genre d'homme qui rendait tous ceux qui l'entouraient plus courageux. Jenna ferma les yeux, des larmes coulant sur ses joues. C'est tout lui. Une infirmière entra, ajusta sa perfusion. Elle a besoin de repos, dit-elle doucement. À l'extérieur de la chambre, l'assistante sociale parla à voix basse. Elle n'en a plus pour longtemps. Peut-être quelques jours. Dans le couloir, Evan demanda, pourra-t-on revenir demain? Oui, ai-je dit. Nous reviendrons demain. Cette nuit-là, il ne toucha plus à son dîner. Il resta simplement assis à table, traçant des cercles sur le grain du bois. Maman va mourir, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas mentir. Oui, mon chéri, elle va mourir. Il hocha la tête, la mâchoire tremblante mais les yeux secs. Est-ce que les gens vont au paradis? J'ai hésité. Je pense que les bons y vont. Alors elle ira bien, dit-il, essayant presque de s'en convaincre lui-même. J'ai tendu le bras au-dessus de la table et j'ai couvert sa petite main de la mienne. Il ne s'est pas retiré. J'ai eu l'impression que c'était le premier pas vers quelque chose, la confiance, peut-être, ou un deuil partagé. 3 jours plus tard, Jenna s'est éteinte paisiblement à l'aube. L'infirmière nous a appelés. Nous sommes arrivés quelques minutes trop tard. Evan se tenait près du lit, serrant son carnet de croquis. Il ne pleura pas. Moi non plus. Ensuite, l'infirmière a demandé s'il y avait de la famille à appeler. Evan m'a regardé. J'ai entendu ma propre voix répondre, oui, je suis sa famille. Nous avons quitté l'hospice avec une enveloppe marron, acte de décès, effet personnel, un médaillon avec une minuscule photo de Daniel. Evan le portait sous sa chemise.
Sur le chemin du retour, il a enfin parlé. Est-ce qu'elle avait peur? Je pense qu'elle était fatiguée, ai-je dit. Mais elle n'était pas seule. Il hocha la tête. Parce que nous sommes venus. Je l'ai regardé dans le rétroviseur. Son visage était pâle, ses yeux fixés sur l'horizon, mais il ne s'effondrait pas. Moi non plus. Quand nous sommes rentrés, il est allé directement dans la chambre d'amis et a fermé la porte. Quelques minutes plus tard, j'ai de nouveau entendu le bruit discret du crayon sur le papier. Je me suis approché de la cheminée où le drapeau plié reposait entre les médailles de Daniel. Pendant 10 ans, cela avait été un monument aux faim. Maintenant, pour la première fois, j'avais l'impression que c'était le début d'autre chose. J'ai murmuré, il est là, Daniel. Ton fils est là. Le lendemain des funérailles de Jenna, je préparais des pancakes dans la cuisine parce que c'est ce qu'on fait quand il ne reste plus de mots. Evan était assis à table, le menton sur les bras, les yeux fixés sur la fenêtre. Le ciel était gris et calme, le genre de matin de Caroline où même les oiseaux semblent fatigués. Je lui ai demandé s'il voulait des myrtilles ou s'il les préférait nature. Il a dit que ça lui était égal. J'ai fait les deux. Nous avons mangé presque en silence jusqu'à ce qu'il demande « Est-ce que mon papa aimait les pancakes ?» Il adorait ça, ai-je dit. Il les faisait brûler tous les dimanches. Cela m'a valu l'ombre d'un demi-sourire, puis le silence est revenu. J'avais vécu seul dans cette maison pendant une décennie. Chaque chose à sa place pliée, polie, impeccable. Maintenant, il y avait des baskets dans le couloir, un sac à dos sur le canapé, une brosse à dents près de l'évier qui n'était pas la mienne. Le son d'une autre personne respirant dans le même espace me semblait à la fois réconfortant et étranger, comme si j'entendais de la musique s'échapper d'une pièce que je croyais vide. J'avais pensé qu'accueillir un enfant me donnerait l'impression de faire ce qui est juste. Au lieu de cela, j'avais l'impression d'être debout dans une tempête sans armure. Les services sociaux ont prévu des visites hebdomadaires. L'assistante sociale venait avec son bloc-notes, souriant poliment, inspectant la maison comme si elle lui donnait une note. Elle interrogeait Evan sur l'école, les repas, l'heure du coucher, ses émotions. Il répondait « bien » à tout. Quand elle me demandait comment je m'adaptais, je répondais « bien, moi aussi ». Nous mentions tous les deux, mais avec politesse. À l'épicerie, une voisine de l'église m'a repéré avec lui. « Oh » dit-elle d'un ton trop enjoué, « je ne savais pas que vous aviez de la visite. » « Voici Evan » ai-je dit. « Le fils de mon mari. » Le silence qui suivit fut court, mais je l'ai senti. « Eh bien, » dit-elle, « que Dieu vous bénisse d'avoir pris les choses en main. Ce n'est pas tout le monde qui l'aurait fait. » Elle le pensait gentiment. Mais cela me brûlait quand même. Les gens des petites villes partent d'une bonne intention, mais ils collectionnent les histoires comme des pièces de monnaie. Le dimanche suivant, je savais ce qu'il chuchotait, la veuve du marine a recueilli l'enfant illégitime de son mari et une tragédie devenue spectacle. Au travail, le gérant m'a demandé si j'avais besoin d'heures supplémentaires ou de congés pour gérer ma situation. Je lui ai dit que j'allais bien, toujours bien. Ce soir-là, j'ai trouvé Evan assis dehors sur les marches du porche, dessinant dans son carnet. Le coucher du soleil peignait les pins en or, mais il ne le regardait pas. Il dessinait le drapeau plié sur la cheminée à travers la fenêtre ouverte. Je m'assis à côté de lui. « Tu dessines beaucoup » ai-je dit. « Ça m'aide à réfléchir » répondit-il. « À ta maman » Il hocha la tête, puis ajouta doucement, « à papa aussi. » Je ne le connais pas vraiment. Juste ce que les gens disent. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'il était courageux, dit-il. Qu'il aidait les gens. Qu'il est mort en héros. Il me regarda. L'était-il? J'ai pris une inspiration. Oui. Mais être courageux ne veut pas dire qu'on ne fait jamais d'erreurs. Ça veut dire qu'on les affronte. Il fronça un peu les sourcils, pensif. Est-ce qu'il a fait des erreurs? Nous en faisons tous. Il hocha la tête, se remit à dessiner. Le soleil descendit plus bas, l'air était frais et pur. Cette nuit-là, je l'ai entendu pleurer à travers la cloison. Pas fort, juste de petits sons brisés. Je me suis assise devant sa porte, le dos contre le bois, sans rien dire. Parfois, la chose la plus gentille qu'on puisse faire est de ne pas interrompre le chagrin. Le lendemain matin, une superviseuse des services sociaux s'est présentée sans prévenir. « Contrôle de routine » dit-elle.
Sourire crispé, badge clipsé à sa veste mais son ton disait autre chose. Elle a inspecté chaque pièce, ouvert les placards, même vérifié l'armoire à pharmacie. Je connaissais ce regard, celui qu'ont les bureaucrates quand ils cochent des cases pour se protéger eux-mêmes, pas pour protéger les gens. Tout semble en ordre, finit-elle par dire. Nous avons reçu un signalement anonyme remettant en cause le bien-fondé du placement. Anonyme, ai-je répété. Bien sûr. Elle offrit un mince sourire. Nous devons suivre le protocole. Quand elle est partie, j'ai appelé ma sœur pour la première fois depuis des années. C'est toi qui l'as fait, ai-je demandé. Fais quoi, dit-elle d'une voix tranchante. Le signalement. Elle hésita trop longtemps. Tu n'aurais pas dû recueillir ce garçon, finit-elle par dire. Ce n'est pas ta responsabilité. Tout le monde parle, Émilie. Il pense que tu as perdu la tête. Je n'ai rien perdu du tout, ai-je dit. J'essaie de rendre ce qu'on m'a donné. Elle eut un rire méprisant. Tu essaies de réécrire le passé. Tu ne peux pas réparer les erreurs de Daniel en adoptant les siennes. Ce mot, erreur, m'a fait plus mal qu'une gifle. J'ai raccroché avant de dire quelque chose d'impardonnable. Cette nuit-là, j'ai imprimé chaque formulaire, chaque note du médecin, chaque inscription scolaire. J'ai constitué un classeur. Chaque page était une preuve de stabilité, d'effort, de présence. C'était militaire dans la précision, la preuve d'un devoir accompli. Evan l'a remarqué. Pourquoi fais-tu tout ça? Parce que parfois les gens ont besoin de voir ce que les mots ne peuvent pas prouver. Il hocha lentement la tête. Maman faisait ça aussi. Elle gardait des papiers. Quel genre? Des factures, des lettres, des choses qui montraient qu'elle faisait des efforts. J'ai souri. Alors nous nous ressemblons beaucoup, elle et moi. Il leva les yeux, le regard doux pour la première fois. Ouais, peut-être. À la fin de la semaine, j'ai reçu une lettre des services sociaux, signalement anonyme jugé infondé. En langage bureaucratique, cela signifiait que j'étais blanchi. Je l'ai montré à Evan. Tu vois? Ils estiment qu'on s'en sort bien. Il suivit l'entête de la lettre du doigt. Et toi, tu le crois? J'ai ri doucement. Pas encore, mais j'y travaille. Ce week-end-là, je l'ai emmené au parc. Il ne jouait pas avec les autres enfants, il restait assis à dessiner un grand chêne. Je me suis assise à côté de lui et j'ai dit, tu sais, quand les marines ne savent pas quoi faire, ils établissent un plan. Il ne leva pas les yeux. Quel genre de plan? Quelque chose de petit, de gérable. Comme des pancakes le dimanche, ou tondre la pelouse ensemble. Ou alors, tu m'apprends à dessiner. Il me jeta un coup d'œil de côté. Tu ne sais pas dessiner. Je peux apprendre, ai-je dit. Tu seras mon instructeur. Cela m'a valu un vrai sourire bref, timide, mais réel. Nous avons passé l'après-midi à dessiner l'arbre, mes traits étaient tordus, les siens parfaits. Quand nous avons fini, il me tendit son crayon. Tu t'en es bien sorti, dit-il. C'est un grand compliment, ai-je répondu. Quand nous sommes rentrés, j'ai affiché son dessin sur le réfrigérateur. Il ne dit rien, mais je l'ai vu le regarder à 2 reprises avant d'aller se coucher. Plus tard cette nuit-là, j'étais assise à table avec le classeur ouvert, le réfrigérateur ronronnant derrière moi, ce dessin s'agitant légèrement sous le souffle de la ventilation. La maison ne semblait plus vide. On aurait dit que quelque chose de fragile y grandissait. Calme, lent, mais vivant. J'ai murmuré dans l'air immobile, on s'en sort bien, Daniel. Même si personne n'y croit encore. Sans péfi. 3 semaines plus tard, on a sonné à la porte à 7h45 du matin, juste au moment où je préparais le déjeuner d'Evan. 2 agents des services sociaux se tenaient sur le porche, l'un familier, l'autre nouveau. Tous 2 arboraient ce genre de sourire poli et cassant qui vous noue l'estomac. Madame Carter, dit la plus jeune, nous avons reçu un autre signalement. Nous allons devoir inspecter les lieux. Evan se figea, une bouchée en suspens à la table de la cuisine, les yeux écarquillés. J'ai fait quelque chose? Non, mon chéri, ai-je dit doucement. Finis ton petit déjeuner. Je me suis écarté. Ils ont traversé la maison avec ce calme stérile propre aux gens habitués à ne pas être les bienvenus. Ils ont vérifié le frigo, les serrures, l'armoire à pharmacie encore une fois. Je sentais la chaleur monter dans mon cou, la honte mêlée à la fureur.
La plus âgée, Harris, d'après son badge prenait des notes sur une tablette. Nous sommes tenus de donner suite à tous les signalements, dit-elle sans me regarder. Des signalements de qui? Elle sourit faiblement. Anonyme. C'est la procédure. Encore anonyme. Une seule personne dans cette ville aurait pu faire ça, ma sœur. Evan murmura, est-ce qu'ils vont m'emmener? Je me suis agenouillé près de lui. Personne ne t'emmène nulle part. Tu as compris? Il hocha la tête, petit et effrayé. Quand ils sont enfin partis, la maison semblait plus petite, chaque pièce profanée. Je me suis assise à table, les mains tremblantes autour d'un mug de café devenu froid. Evan m'observait attentivement, comme s'il n'était pas sûr de devoir parler. « Tu es fâché ?» demanda-t-il. « Pas contre toi, ai-je dit. Juste fatigué de voir des gens qui ne nous connaissent pas faire semblant de savoir. » Il hocha lentement la tête. « On a dit des trucs à l'école aussi. » Quel genre de trucs? Que je suis un cas social. Que mon père a trompé sa femme. Que vous n'êtes pas vraiment ma famille. Ces mots m'ont fait plus de mal que l'inspection. Qui a dit ça? Il haussa les épaules. Ça n'a pas d'importance. Ils ont dit que vous m'aviez pris par culpabilité. Je l'ai regardé, ses petites épaules, ses poings serrés. Il essayait d'avoir l'air courageux, mais sa voix se brisait un peu. Evan, ai-je dit doucement, écoute-moi bien. Nous ne vivons pas pour leurs histoires. Nous vivons pour la vérité. Et la vérité, c'est que c'est à moi de te protéger. Toujours. Il ne répondit pas, se contenta de hocher la tête et d'aller dans sa chambre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. L'image de ces agents arpentant notre foyer ne me quittait pas. Je me suis donc levé, j'ai allumé la cuisine et j'ai constitué ce que j'appelle désormais mon classeur de marine. Chaque page était une preuve, visite chez le médecin, assiduité scolaire, ticket de caisse, photo de repas, tableau de l'heure du coucher. J'ai tout imprimé, même mes SMS avec l'assistante sociale. J'ai glissé chaque feuille dans une pochette plastique, avec ordre et méthode. La preuve de la stabilité. La preuve de l'effort. La preuve de l'amour. À l'aube, le classeur faisait 7 cm d'épaisseur. Je l'ai posé sur le comptoir comme un bouclier. Quand Evan est descendu, il l'a vu et a dit, « C'est quoi ?» Notre défense, ai-je répondu simplement. Le lendemain, je l'ai emmené moi-même à l'école. À la grille, un groupe de parents chuchotait. Je sentais leur regard sur moi, une sympathie doucereuse teintée de curiosité. L'une d'elles, une femme de la paroisse, s'avança. « Émilie, dit-elle de ce ton trop mielleux, si jamais tu as besoin d'aide, il existe des programmes pour les femmes dans ta situation. » De quelle situation parlez-vous, ai-je demandé. Elle sia, décontenancée. Eh bien, vous savez. Élever l'enfant d'une autre femme. J'ai eu un mince sourire. Vous voulez dire élever le fils de mon mari? Elle devint rouge et bafouilla quelque chose à propos de la prière. Sur le chemin du retour, je me suis garé sur le parking de l'épicerie et je suis resté assise un long moment. Je pouvais presque entendre la voix de Daniel dans ma tête calme, taquine, laisse-les parler, et aime. Nous savons qui nous sommes. Ce soir-là, Evan m'a tendu une feuille de papier pliée. C'était un dessin, moi à la table de la cuisine, le classeur ouvert, lui debout derrière moi. Au-dessus, il avait écrit « Équipe Carter ». J'ai senti ma gorge se serrer. « C'est nous ?» Il hocha la tête. « On est une équipe, pas vrai ?»« C'est vrai, ai-je dit. Pour toujours. » Une semaine plus tard, l'assistante sociale a appelé. « Madame Carter, les allégations ont de nouveau été jugées infondées. Mais nous avons reçu une notification de demande de garde de la part d'un parent du côté maternel. » Mon estomac se noie. Qui ça? Un homme nommé Luis Ruiz. Il prétend être l'oncle maternel du garçon. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Il vit en Géorgie. Nous examinons son dossier. Elle hésita. Il y a des points inquiétants. Arrestations antérieures, conduite en état d'ivresse, logement instable. Alors pourquoi demande-t-il la garde? À cause des prestations de survie liées au dossier de service de Daniel Carter, dit-elle doucement. J'ai fermé les yeux. L'argent. Toujours l'argent. Qu'est-ce qui se passe maintenant?
Nous allons devoir fixer une audience, dit-elle. Vous devrez apporter des justificatifs. J'ai regardé mon classeur. Je suis prête. Ce soir-là, j'ai parlé de l'audience à Evan. Il serait dit. Est-ce que je dois y aller? Non, ai-je dit. Je m'en occupe. Il hésita. Est-ce qu'ils vont m'obliger à vivre chez lui? Pas si j'ai mon mot à dire. Il me regarda, le regard farouche, la voix petite. Je ne veux pas y aller. Je ne le connais même pas. J'ai posé une main sur son épaule. Tu n'iras pas. Je te le promets. Dans les jours précédant l'audience, nous avons gardé nos habitudes, école, dîner, dessin. Mais la tension flottait entre nous comme une troisième personne. Certaines nuits, je le surprenais en train de préparer discrètement son sac à dos, comme s'il s'apprêtait à fuir si les choses tournaient mal. Un soir, alors que je le bordais, il demanda « Pourquoi fais-tu tout ça pour moi? Tu ne sais même pas si je suis vraiment son fils. » La question me frappa comme un éclat d'obus. Parce que je sais ce qu'il aurait voulu que je fasse, ai-je dit. Parce que tu es là, et parce que tu mérites que quelqu'un se batte pour toi. Il me fixa un long moment, puis se détourna. Mais juste avant de sombrer dans le sommeil, je l'entendis murmurer « Merci ». Quand je me suis enfin glissé dans mon lit, l'épuisement m'a terrassé comme la gravité. Le ventilateur de plafond ronronnait. La maison, autrefois silencieuse, respirait maintenant avec nous. Le lendemain matin, en servant le café, j'ai remarqué quelque chose sur le frigo. Le dessin d'Evan, avec un ajout. Il avait écrit sans péfi tout en haut. Ma gorge se serra. Loyauté, honneur, famille, tout cela écrit d'une main d'enfant. J'ai refermé le classeur, redressé les épaules et j'ai dit à haute voix, « Très bien, Daniel. Finissons avec ce combat. » L'audience fut fixée à un vendredi matin au tribunal du comté, un de ces bâtiments bas en briques qui sentent le vieux papier et le café bon marché. J'avais repassé mon chemisier la veille, ciré mes chaussures, emballé mon classeur, et j'avais posé le carnet d'Evan sur la table comme un talisman. Il dormait encore à l'étage, enroulé autour de son oreiller comme s'il s'y accrochait pour rester en vie. Le trajet vers le tribunal fut silencieux. J'avais laissé Evan chez Madame Pérez, la voisine qui lui faisait des cookies et ne posait jamais de questions. Je ne voulais pas qu'il soit là pour entendre des mots comme « garde » et « demandeur ». Il avait déjà trop perdu. À l'intérieur, l'air était assez froid pour me faire mal aux articulations. L'assistante sociale m'a rejointe devant la salle d'audience. « Luis Ruiz n'a pas pris d'avocat », chuchota-t-elle. « Il se défend seul. » J'ai hoché la tête, la mâchoire serrée. « Bien. » Quand l'huissier a appelé notre affaire, je me suis avancé vers la table, j'ai posé le classeur et j'ai regardé l'homme en face de moi. Il avait la quarantaine, les cheveux gominés, la chemise froissée, les yeux rouges à cause de la boisson ou des nerfs. Il n'avait pas l'air méchant, juste brisé, le genre d'homme qui a gaspillé chaque chance que la vie lui a donnée. La juge, une femme aux cheveux gris ramassés en chignon, ajusta ses lunettes. « Monsieur Ruiz, vous demandez la garde de votre neveu, c'est bien cela? » « Oui, madame, dit-il. C'est mon sang. » La juge hocha la tête. « Et madame Carter, vous avez la garde temporaire depuis le décès de la mère? » « Oui, votre honneur. » « Vous pouvez procéder. » J'ai ouvert le classeur. « Votre honneur, mon mari, le sergent-chef Daniel Carter, est le père du garçon. Je n'ai appris son existence qu'après le décès de sa mère. Depuis lors, j'ai assuré le logement, la scolarisation, les repas, le suivi psychologique et un environnement stable. Evan s'est bien adapté. Ses notes se sont améliorées, et il est suivi régulièrement par le docteur Patel, son pédiatre. Monsieur Ruiz croisa les bras. Elle n'est pas de la famille, marmonna-t-il. La juge haussa un sourcil. Monsieur Ruiz, vous aurez votre tour. Je continuai. La mère du garçon a clairement exprimé qu'elle voulait qu'il reste avec moi. Il y a une trace de cette conversation dans les notes des soins palliatifs. Evan a besoin de constance. Il a subi assez de pertes pour toute une vie. J'ai remis le dossier. La greffière a feuilleté les formulaires médicaux, les bulletins scolaires et une photo d'Evan tenant son dessin avec l'inscription équipe Carter. Monsieur Ruiz s'est raclé la gorge. Votre honneur, je peux lui offrir une famille. J'ai un boulot en vue.
Il doit être avec son propre sang, pas avec une veuve de marine qui essaie de jouer à la maman. Ce mot, jouer, m'a frappé comme une gifle. La juge a regardé l'assistante sociale. Le département a-t-il une recommandation? L'assistante sociale se leva. Oui, votre honneur. Après évaluation du domicile et visite scolaire, nous recommandons la tutelle permanente pour Madame Carter. Le dossier de Monsieur Ruiz comporte plusieurs condamnations pour conduite en état d'ivresse. Des expulsions antérieures et une incapacité à maintenir un emploi stable. La juge hocha la tête. Monsieur Ruiz, une réponse? Il baissa les yeux en marmonnant, tout le monde a droit à une seconde chance. Oui, ai-je dit doucement, surtout les enfants. Le silence tomba sur la salle. La juge signa l'ordonnance. Tutelle permanente accordée à Madame Emily Carter. Le tribunal vous félicite pour la stabilité et les soins apportés. Monsieur Ruiz, les droits de visite pourront être réexaminés après 6 mois de sobriété et d'emploi justifié. Le marteau tomba. Affaire classée. J'ai expiré pour la première fois depuis ce qui m'a semblé être des heures. Alors que je me tournais pour partir, Monsieur Ruiz a pris la parole. Il a les yeux de ma sœur, vous savez. Je me suis arrêté à la porte. Oui, ai-je dit, et le cœur de son père. À l'extérieur, l'air semblait différent ou plus léger, comme si le monde avait expiré avec moi. L'assistante sociale m'a serré l'épaule. Vous avez assuré, Émilie. C'était une épreuve difficile. Le difficile fait partie du métier, ai-je répondu. Elle sourit. Tout le monde ne le voit pas ainsi. Quand je suis rentré, Evan attendait sur le porche. Est-ce qu'on a gagné, demanda-t-il. Je me suis agenouillé devant lui. On n'a rien gagné. On a juste rendu ça officiel. Il sourit de toutes ses dents. Donc je reste? Tu es à la maison, ai-je dit. Il m'a serré si fort qu'il m'a coupé le souffle. Super, murmura-t-il. Je ne voulais plus refaire mes bagages. Cette nuit-là, j'ai trouvé le classeur encore sur le comptoir de la cuisine, les feuilles étaient un peu cornées, le seau taché de traces de doigts. J'ai failli le ranger, mais quelque chose m'a dit de le laisser là. Un rappel que l'amour ressemble parfois à de la paperasse et à de la patience. 2 jours plus tard, une enveloppe est arrivée de la part de la Ligue du Corps des Marines. À l'intérieur se trouvait une lettre de l'ancien commandant de Daniel. Nous avons entendu parler du garçon. Vous faites ce qu'il aurait fait. Si vous passez près de Raleigh, la Ligue aimerait honorer son fils par une remise de médaille. J'ai lu la lettre 2 fois, les larmes aux yeux pour la première fois depuis des années. Quand je l'ai dit à Evan, ses yeux se sont éclairés. Ils veulent me donner une médaille? C'est celle de ton père, ai-je dit. Ils te la remettent à toi. Il regarda le drapeau plié sur la cheminée. Est-ce qu'ils joueront la chanson? Celle avec les trompettes? Le tape, ai-je dit doucement. Oui, ils le joueront. Une semaine plus tard, nous sommes allés à Raleigh. J'avais mis un tailleur bleu marine, Evan portait un blazer et une cravate d'emprunt. La cérémonie fut sobre mais digne, quelques marines en uniforme, le commandant au pupitre. Quand il a remis la médaille à Evan, j'ai revu Daniel dans la posture de ce garçon, le dos droit, le menton levé, pas une larme. Après la cérémonie, une femme s'est approchée de moi aux cheveux gris, perles, un visage que je ne connaissais que trop bien. Ma sœur. Elle avait l'air nerveuse, tenant un plat cuisiné comme une offrande de paix. J'ai entendu parler de l'audience, dit-elle. J'avais tort. J'ai croisé les bras. Tu as été cruel. Elle hocha la tête. Peut-être. Mais je pensais que tu faisais une erreur. J'ai soupiré. Moi aussi. Et puis, il m'a appelé maman. Son regard s'adoucit. J'aimerais le rencontrer un jour. Nous verrons, ai-je dit. Si tu sais être gentille. Elle hocha la tête, les yeux humides. Je vais essayer. Sur le chemin du retour, Evan s'est endormi sur le siège passager, la médaille reposant sur sa poitrine. Je gardais une main sur le volant, et de l'autre, j'écartais ses cheveux de ses yeux à chaque secousse. L'autoroute s'étirait devant nous au calme, infini, et enfin à nous. Quand nous nous sommes garés dans l'allée, la lumière du Porsche s'est allumée, nous souhaitant la bienvenue. Le drapeau à l'intérieur de la maison brillait faiblement à la lueur de la lampe, ce n'était plus un symbole de perte, mais d'héritage.
J'ai murmuré à la pièce vide, on a réussi, Daniel. On l'a ramené à la maison. Le printemps est arrivé lentement cette année-là. L'air s'est adouci, l'herbe a repris ses couleurs vives, pour la première fois en 10 ans, je me suis surprise à fredonner en pliant le linge. La maison n'avait plus d'écho, elle avait un rythme, des bruits de pas, des éclats de rire, des portes qui claquent, le bourdonnement de quelque chose de vivant. Evan était entré en CM2. Son institutrice disait qu'il était réservé mais poli. Traduction, silencieux, tâtant encore le terrain. Chaque matin, il emballait son carnet de croquis avant son déjeuner, comme s'il s'agissait d'une pièce d'armure. Et chaque soir, il l'ouvrait sur la table de la cuisine pendant que je cuisinais, dessinant tout ce qui lui passait par la tête, des arbres, des gants de baseball, et même une fois un bulldog portant une casquette de marine. Notre routine était simple, petit déjeuner à 7 heures, devoir à 17 heures, pancake le dimanche. Nous n'appelions pas cela une tradition, mais c'en était une. Un samedi, je l'ai trouvé assis dans le jardin, à moitié caché par les pissenlits, dessinant quelque chose que je ne pouvais pas bien voir. J'ai apporté de la limonade et j'ai dit, tu y es depuis ce matin. Sur quoi travailles-tu? Il me montra la page. C'était le drapeau plié de la cheminée mais déplié, ouvert, flottant, vivant. C'est magnifique, ai-je dit doucement. Pourquoi l'as-tu dessiné comme ça? Il haussa les épaules. Parce qu'il n'a plus l'air triste. Cette nuit-là, j'ai pleuré dans la salle de bain, la porte fermée et l'eau coulante, pas de tristesse, mais parce que quelque chose de lourd venait enfin de s'envoler. Des semaines plus tard, ma sœur est revenue. Même berline grise, même sourire prudent. Cette fois, elle est venue les mains vides. Je voulais m'excuser correctement, dit-elle. Pas de plat cuisiné, juste des mots. J'ai croisé les bras. Très bien, je t'écoute. Elle prit une profonde inspiration. Quand Daniel est mort, tu t'es coupé de tout le monde. On ne savait pas comment t'aider. Et puis tu as pris ce garçon, et j'ai cru que tu courais après des fantômes. J'avais tort. Je n'ai rien dit, je l'ai simplement écouté. Il lui ressemble, ajouta-t-elle doucement. Daniel, au niveau des yeux. C'est vrai, ai-je répondu. Elle hésita. Tu penses que je pourrais le rencontrer un jour? Peut-être, ai-je dit. Si tu sais être gentille. C'est la règle ici. Elle hocha la tête. Je peux faire ça. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras, nous n'étions pas encore prêtes. Mais quand elle est partie, je ne me sentais plus en colère, juste fatiguée et plus légère. Ce dimanche-là, Evan et je sommes allés au parc. Cela faisait des semaines qu'il me suppliait de le laisser essayer le baseball. Je ne suis pas bon, m'avait-il prévenu, mais je veux apprendre. J'ai donc acheté 2 gants et une balle. Les premiers lancers furent des désastres, il les a tous manqués mais au bout d'une heure, il en a rattrapé 2, puis 3. Quand la balle a fini par claquer proprement dans son gant, il m'a regardé, les yeux écarquillés. Tu as vu ça? J'ai vu, ai-je dit. Tu es doué. Il a souri, en sueur et fier. On peut faire ça tous les week-ends? Tout ce que tu voudras. Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés pour prendre une glace. Il a commandé menthe chocolat, le parfum préféré de sa mère, d'après le dossier. Il ne l'a pas dit à haute voix, mais je voyais bien qu'il le savait. La vie est devenue à peu près normale, l'école, les corvées, les rires, les petites frustrations. Il discutait lors du coucher, oubliait ses chaussures, laissait ses chaussettes dans des endroits impossibles, tout le désordre ordinaire de l'enfance. Puis, un matin, il a dit quelque chose qui m'a fait m'arrêter net. Grand-mère m'a appelé. J'ai cligné des yeux. Ma mère? Il hocha la tête. Elle a eu mon numéro par ma tante Sarah. Elle a dit qu'elle voulait me voir. Elle avait l'air gentille. J'ai servi le café lentement. Ma mère ne m'avait pas adressé la parole depuis les funérailles de Daniel. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit peut-être, mais que je voulais te demander d'abord. Je l'ai regardé gentil, prudent, apprenant à juger les gens sur leurs actes. Tu peux la voir, ai-je fini par dire, mais je serai là. La rencontre fut gênante. Nous sommes allés dans un restaurant au bord de la route 17. Ma mère portait ses vêtements du dimanche, propres et repassés. Quand elle vit Evan, elle se figea, la main sur le cœur. Seigneur, murmura-t-elle, c'est Daniel tout craché.
Il sourit poliment. Ravi de vous rencontrer, madame. Elle cligna des yeux rapidement, retenant peut-être ses larmes. Tu n'es pas obligée de m'appeler madame. Tu peux m'appeler grand-mère si tu veux. Il me jeta un coup d'œil. J'ai hoché la tête. D'accord, dit-il. Au dessert, il parlait de son art, de ses dessins animés préférés, de son gant de baseball. Quand il lui montra un croquis du drapeau, elle toucha la page avec respect. Il avait la même concentration, murmura-t-elle. Ton papa. Quand nous sommes rentrés, Evan a dit, elle n'est pas comme je l'imaginais. Comment l'imaginais-tu? Comme quelqu'un qui ne voudrait pas de moi. J'ai souri. Tu découvriras que la plupart des gens ne sont pas comme on l'imagine. Cette nuit-là, il laissa le dessin du drapeau sur la cheminée, à côté du drapeau plié. 2 générations côte à côte. En mai, l'école a organisé une exposition d'art. Le dessin du drapeau déplié et vivant d'Evan a remporté le premier prix. Le directeur m'a demandé si je voulais dire quelques mots lors de la cérémonie. Je suis resté pétrifié devant le micro, chaque mot me semblant trop petit. Je me suis contenté de dire, la fierté prend plusieurs formes. Parfois elle est pliée, parfois elle est encadrée. Dans tous les cas, elle signifie l'amour. La foule a applaudi poliment. Evan est devenu écarlate, se cachant derrière son certificat. Ce soir-là, nous étions assis sur le porche à regarder les lucioles. Il s'appuyait contre moi, ensommeillé et au chaud. Grand-mère a dit que papa disait souvent un truc en latin, marmonna-t-il. C'était quoi? Semper fideli, ai-je dit doucement. Toujours fidèle. Il hocha la tête d'un air endormi. C'est nous, ça, pas vrai? C'est nous. Il s'endormit avant que je ne finisse ma phrase. Je l'ai porté à l'intérieur, je l'ai bordé, et je suis resté là un long moment à le regarder respirer. J'ai réalisé que la revanche n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est juste survivre avec dignité. Parfois, c'est être assise dans une maison calme qui résonnait autrefois de perte, et y entendre des éclats de rire à la place. Dehors, le vent soufflait dans les pins, et j'ai pensé à Daniel solide, fidèle, parti mais pas vraiment. Nous avions construit un foyer, pièce par pièce. La cérémonie de la Ligue du corps des marines a eu lieu à la fin de l'automne, l'air était vif et chargé d'une odeur de feu de bois. La salle sentait le vieux vernis et le café, et les murs étaient couverts de photographies, des hommes et des femmes en tenue de cérémonie, des noms gravés sur des plaques de cuivre sous leur visage. Un héritage figé dans le temps. Evan se tenait à mes côtés, portant une chemise et une cravate bien repassée. Il était nerveux, ses mains triturant le ruban sur la boîte métallique que la Ligue avait envoyée à l'avance. J'ai posé une main sur son épaule. Tout va bien se passer, lui ai-je murmuré. Il leva les yeux. Et s'il me demande de parler? Alors tu parles avec ton cœur. Les marines aiment l'honnêteté plus que les discours. Le commandant appela son nom, Evan Carter, fils du sergent-chef Daniel Carter, du corps des marines des États-Unis. Evan s'avança vers l'estrade, petit mais d'un pas sûr. Le commandant s'agenouilla et lui remit le drapeau plié qui avait recouvert le cercueil de Daniel. Votre père a servi avec honneur, dit-il, et d'après ce que nous avons entendu, son fils possède ce même esprit. Evan serra le drapeau contre sa poitrine. Le silence tomba sur la salle, ce genre de silence qu'on sent jusque dans ses os. Puis le clairon joua le tape, doucement, lentement, chaque note s'élevant comme de la fumée. J'ai senti des larmes que je n'avais pas versées depuis des années monter à mes yeux. Ce n'était pas du chagrin cette fois, mais quelque chose de plus doux, de plus chaleureux. Après la cérémonie, les vétérans ont fait la queue pour serrer la main d'Evan. L'un d'eux, un vieil homme aux doigts tremblants, lui dit « Ton papa serait fier, fiston. » Evan le regarda bien en face. « Je l'espère, monsieur. » Quand nous sommes rentrés, il a replacé le drapeau sur la cheminée, à côté des médailles de Daniel et du croquis du drapeau déplié. Les 3 symboles étaient réunis, le service, le sacrifice et le renouveau. Plus tard dans la soirée, ma sœur est repassée. Cette fois, c'est Evan qui a ouvert la porte. « Salut, dit-il, prudent mais poli. » Elle sourit nerveusement. « Salut, Evan. J'ai apporté des cookies. » Il se tourna vers moi. « C'est tante Sarah, cria-t-il. »« Fais-la entrer, ai-je dit. » Elle entra dans le salon, les yeux parcourant les photos, les dessins, le drapeau.
Vous avez construit quelque chose de magnifique ici, dit-elle doucement. J'ai hoché la tête. Ça a pris du temps. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à m'en rendre compte. Evan s'approcha de moi, un cookie à la main. C'est pas grave, dit-il simplement. Tout le monde est en retard parfois. Sarah rit à travers ses larmes. Tu es tout le portrait de ton père. Cette nuit-là, après son départ, Evan demanda, tu crois qu'elle reviendra? Si elle est intelligente, oui, ai-je répondu. La famille n'est pas quelque chose qu'on fuit quand on finit par la trouver. Il hocha la tête, pensif. Peut-être que la prochaine fois, je la dessinerai aussi. En décembre, l'école a organisé un concert d'hiver. Evan jouait des percussions dans l'orchestre tout en air et en concentration. Quand ce fut fini, il balaya la foule du regard jusqu'à ce qu'il me trouve. J'étais debout, j'applaudissais, je souriais à m'en faire mal aux joues. Ensuite, il a couru vers moi, le visage rayonnant. Est-ce que j'ai fait une erreur? Pas une seule, ai-je dit. Tu as été parfait. Sur le chemin du retour, la neige s'est mise à tomber, de minuscules flocons pris dans les phares. Il a collé son front contre la vitre pour les regarder tourbillonner. Maman adorait la neige, dit-il. Elle disait que ça rendait tout comme neuf. C'est vrai, ai-je dit doucement. À la maison, il alla directement vers la cheminée. Il sortit une feuille de papier propre et commença à dessiner. Je l'observais depuis la cuisine alors que les traits prenaient forme. Ce n'était pas un drapeau cette fois, mais une maison avec de la fumée s'échappant de la cheminée et deux silhouettes sur le porche. Quand il eut fini, il me l'apporta. Qu'est-ce que tu en penses? C'est magnifique, ai-je dit. C'est qui? Il montra du doigt. Ça, c'est vous, et ça, c'est moi. Et c'est quoi, ça, au-dessus de la porte, demandai-je. Il sourit. Notre devise. J'ai regardé de plus près. Au-dessus de l'entrée, il avait écrit en lettres capitales, sans péfi édition maison. J'ai ri jusqu'aux larmes. Il y a des années, à la mort de Daniel, je pensais que mon histoire était terminée. Je m'étais accommodé de la solitude, convaincu qu'il y avait de l'honneur dans la souffrance silencieuse. Mais le deuil est une piètre conclusion. C'est juste une phrase inachevée qui attend le courage nécessaire pour être terminée. Evan m'a donné ce courage. La revanche ne consistait pas à prouver aux autres qu'ils avaient tort. Elle résidait dans le simple fait de reconstruire brique par brique, routine après routine. La vraie victoire a été de transformer une maison hantée par des fantômes en un foyer qui respire. Parfois, la revanche, ce sont des mains régulières qui préparent des déjeuners. Parfois, c'est encourager, lors d'un match de baseball, un gamin qui se croit nul en sport mais qui continue de venir. Parfois, ce sont des pancakes le dimanche matin et des éclats de rire qui résonnent dans des pièces autrefois silencieuses. C'est de ce genre de revanche dont le monde a besoin, une revanche silencieuse qui transforme la douleur en but. Maintenant, chaque matin, quand je plie ces vêtements propres ou que je trouve des croquis sur le comptoir, je repense à tous ceux qui disaient que c'était une erreur. Ma sœur, les voisins, et même la petite voix dans ma tête, ils avaient tort. L'amour n'était pas l'erreur. C'était la mission. Evan a 16 ans maintenant, il est plus grand que moi, sa voix a mué, ses cheveux sont toujours en bataille. Quoi que je dise, il m'appelle encore « maman », parfois sans le vouloir, et chaque fois qu'il le fait, c'est comme une médaille épinglée sur mon cœur. Il parle d'étudier l'art à l'université, peut-être l'animation, ou l'architecture. Je lui ai dit que quoi qu'il construise, je serai là pour le voir. La semaine dernière, il m'a montré une nouvelle signature au bas d'un de ses dessins, Evan Ruiz Carter. Les deux noms, les deux héritages. Je lui ai demandé pourquoi il les associait. Il a souri. Parce que je viens de tout cela, et tu m'as appris que ce n'est pas quelque chose qu'on doit cacher. Je l'ai regardé, ce garçon qui était arrivé avec son sac à dos et son silence, et j'ai réalisé que le foyer que nous avions bâti n'était pas seulement sa seconde chance. C'était la mienne. Si vous écoutez ceci et que vous avez l'impression que votre histoire est terminée, je vous promets que ce n'est pas le cas. La vie vous attend dans des endroits inattendus, un coup frappé à la porte, un appel téléphonique, une petite voix demandant si vous avez des règles. Et si quelqu'un a besoin de vous, ne détournez pas le regard. Ne vous dites pas que vous êtes trop vieux, trop fatigué ou trop brisé. Parfois, le but que vous aviez perdu vous attend dans les yeux de quelqu'un qui est tout aussi perdu que vous. Alors, tendez la main, soyez présent,
Faites des pancakes. Vous pourriez bien découvrir que votre second acte vous attend à la table de votre propre cuisine.